Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Et merci d'être présents ici pour cette soirée éclairage public consacrée à l'économie sociale et solidaire. Merci à Mélanie Thuillier, qui est co-directrice de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Alors la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Merci à Timothée Duverger, qui est maître de conférence associé à Sciences Po Bordeaux. Je remercie également les bénévoles de la cabane à projet, adhérents actifs qui m'ont aidé à organiser et qui vont participer à cette soirée. Donc, en premier chef, Olivier Euffel et Gilles Gerbeau, Isabelle Guinaudot. Et Gilles, je crois que tu voulais dire un petit mot à l'introduction. Oui, bonsoir. Donc ce soir, c'est la cabane à projet qui organise cette soirée éclairage public. Et je voudrais simplement souligner que la cabane à projet, sans trop le dire, est partie intégrante de l'économie sociale et solidaire. Et en particulier avec quelques activités particulièrement ciblées dans ce domaine-là. C'est l'épicerie solidaire qui permet à la fois un brassage social, intergénérationnel également, et qui apporte donc aussi une forme de vie économique au centre de Créon. C'est associé à cette épicerie solidaire, le vestiaire solidaire. Le vestiaire solidaire, c'est la collecte de vêtements qui sont ensuite remis en état, nettoyés, remis en état par les collégiens de la SECPA du collège, qui régulièrement viennent également tenir en quelque sorte ce vestiaire. C'est également le Ripper Café. Le Ripper Café, tout le monde doit savoir à peu près ce que c'est. C'est un samedi par mois, un samedi matin par mois, un accueil de toutes les personnes qui ont des appareils qui sont en panne, qui ont des petits problèmes, et le groupe s'efforce avec les propriétaires de ces appareils de les remettre en route. Donc là, c'est aussi de l'économie circulaire. Et puis le dernier élément, c'est le Troc Savoir. Le Troc Savoir qui est un RERS, un réseau d'échange réciproque de savoir, et qui marche particulièrement bien sur Créon et sa région. Et puis je crois qu'il y a un petit dernier, j'en dirai pas plus, vous vous renseignerez après de la cabane, c'est les dons du coin, qui sont aussi une façon de récupérer des différents objets, des jouets, des choses que les familles n'utilisent plus et qui peuvent resservir à d'autres. Voilà, alors maintenant c'est un peu démarré. Je ne dis pas que la cabane fasse toute l'économie sociale et solidaire, mais elle y participe comme elle le peut. Je voulais vous proposer effectivement de démarrer par un petit moment ludique, à travers donc un quiz. Trois questions sous forme de QCM, et des questions, on va essayer de les faire à la façon ESS, à savoir de manière collective. Et donc on va vous proposer de vous mettre par groupe de 6 et de le faire par proximité. Hop, voilà. Alors en toute logique, il y a trois questions. Il y a une question numéro 1, une question numéro 2, une question numéro 3. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. Et vous ne commencez pas à lire la question numéro 2 avant d'avoir répondu à la question numéro 1. S'il vous plaît. Si vous y connaissez là. Alors, vous avez rien. Ah, Vincent, il va nous aider. Vincent, viens nous aider.
Alors après, l'échelle territoriale, on peut en discuter. C'est des fois la commune, c'est des fois le département, on va commencer par la communauté de communes, le département, la région, voire certaines entreprises de l'ESS ont un rayonnement national, mais on a assez peu de grandes structures internationales de l'ESS. On est plutôt sur des territoires un peu plus concentrés. Je voulais juste faire un focus sur les 5 objectifs de cette fameuse loi de 2014 dont on a parlé, parce qu'elle était quand même autour de ces objectifs. Donc le premier, c'était reconnaître l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique. On en a longuement parlé juste avant. Consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs. Ce qu'on n'a peut-être pas dit dans les entreprises solidaires, c'est la place de la finance solidaire. On voit depuis les années 70 aussi émerger les questions de finance solidaire. On a, pour le monde associatif peut-être présent ici, dû solliciter les Aquitaine Active, par exemple, qui est un fonds territorial qui porte des outils de financement solidaire. Et on a parlé de l'agrément ESUS, qui est donné à ces nouvelles sociétés commerciales de l'ESS. Ces sociétés commerciales de l'ESS peuvent aussi maintenant venir chercher le financement solidaire via cet agrément ESUS. On a aussi un objectif qui est redonner du pouvoir d'agir aux salariés. Donc, alors, c'est peut-être l'objectif qui a été un petit peu après décousu, puisque l'idée c'était avant qu'une société soit cédée ou transmise, que les salariés soient interrogés avant pour qu'il y ait une possibilité pour les salariés de reprendre les sociétés, notamment en modèle coopératif. En fait, ça n'a pas beaucoup plu, notamment aux syndicats employeurs de l'économie classique, donc elle a été un peu décousue après par la loi Macron, justement. Mais malgré tout, il y avait quand même dans la loi cette volonté de remettre les salariés aussi en position de décider aussi de leur avenir dans l'entreprise et de pouvoir même reprendre. Alors, on a médiatiquement, on parle beaucoup de reprise de sociétés en modèle coopératif, souvent quand ça va mal. C'est aussi bien de monter des coopératives quand ça va bien. Ce n'est pas qu'une réponse. Voilà, hein, on parle du modèle, notamment SCOP, hein, Société coopérative et participative, souvent parce que c'est la dernière solution avant ou la liquidation ou le rachat dans des situations un peu complexes. Mais monter une SCOP quand ça va bien, c'est encore mieux, parce que du coup, ça se base sur des choses beaucoup plus positives. Il y avait donc l'objectif de provoquer un choc coopératif. Alors, j'en profite aussi, en plus je vois plein de gens dans la salle que je connais, donc c'est bien, pour parler des coopératives d'activité et d'emploi qui ont été reconnues aussi par la loi du 31 juillet 2014. Donc je pense ici, il y a des représentants de Copalpha, qui est une coopérative d'activité et d'emploi qui est basée à Lormont et qui a un rayonnement départemental, voire maintenant sur d'autres départements comme la Dordogne auxquels je pense, et qui permet en fait à des entrepreneurs de tester leur activité en devenant salariés de la coopérative pendant un temps déterminé. Donc ils deviennent associés de la coopérative, donc ils sont aussi dans le même processus coopératif, associés, participer aux décisions, etc. Et qui testent leur activité en se servant de cette coopérative support, on va dire, avant de se lancer dans le grand bain ou de rester dans la coopérative. Le modèle CAE s'est fortement développé depuis. On a, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a environ 5 CAE répartis uniformément, et jusque sur le plateau des Mille-Vaches, on va retrouver, pour ceux qui connaissent, on va retrouver des coopérateurs un petit peu partout. C'est un modèle qui vous convient bien et qui met les entrepreneurs en lancement d'activité dans un mode un peu moins précaire que celui de l'auto-entrepreneuriat, par exemple, parce que on est salarié d'une coopérative, donc on est sécurisé aussi dans son accès aux droits sociaux classiques. Quelques chiffres du coup. Alors j'en profite pour répondre à la question du nombre alors je sais plus si c'était le nombre de salariés dans l'ESS. Alors au niveau national, on est aux alentours de 2 300 000, enfin pratiquement 2 400 000 salariés, à une échelle un peu plus locale. En Nouvelle-Aquitaine, l'ESS représente 22 113 établissements employeurs, soit 220 296 salariés.
Ça fait à peu près 12% de l'emploi salarié au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est à peu près, on est entre 10 et 12 au niveau national, avec des grosses disparités aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, puisque on a par exemple le département des Deux-Sèvres avec les sièges historiques des mutuelles qui comptent forcément un peu plus de salariés. Je crois que la ville de Niort, enfin l'agglo de Niort est à plus de 20% de l'emploi ESS. Et puis à côté, on a des territoires, je vais citer la Gironde, où on est un petit peu en dessous, on est entre 9 et 10%, parce qu'on a aussi des grosses structures de l'économie classique qui emploient, si je parle de Thales par exemple, qui n'est pas dans l'ESS, voilà, qui forcément fait que ramener sur ces chiffres-là, ça réduit un peu la part. En Gironde, on est donc 9,5% en Gironde. Et alors j'ai pris l'échelle du pays Cœur Entre-deux-Mers, mais après je vous donnerai l'échelle du Créonais pour être plus local. On est à 247 établissements employeurs, ça fait 1811 salariés et à peu près 9% de l'emploi sur le territoire Cœur Entre-deux-Mers. Donc on est à peu près sur les chiffres girondins. Alors après, je ne sais pas si on y voit quand même. Donc ça, c'est par communauté de communes. Donc on a mis les Coteaux Bordelais, les Portes de l'Entre-deux-Mers, le Créonais. Donc vous voyez, pour le Créonais, on est donc ça fait environ 110 structures de l'ESS sur le Créonais. Donc c'est quand même pas négligeable quand même. Donc on va retrouver 50 associations et fondations. Alors je pense que des fondations, je ne pense pas qu'il y en ait dans le Créonais, je pense qu'on doit être plutôt sur l'association, sachant que c'est des chiffres, quand même ce que j'ai pas précisé, donc qui datent un peu, parce que l'INSEE est un petit peu long à les fournir, donc ils datent de 2015, donc il y a une légère évolution. L'avantage de l'ESS, peut-être inversement proportionnel qualité de vie au travail, a plutôt tendance à se stabiliser, voire à augmenter légèrement. On n'est pas sur une décroissance. Mais du coup, dans ces chiffres-là, en fait, alors on va retrouver que les associations qui emploient des salariés. Les associations qui ne... Alors, nous, on représente l'ensemble des acteurs de l'ESS, mais les associations qui n'ont que des bénévoles ne sont pas comptées dans les chiffres INSEE. Donc il y a forcément beaucoup plus d'associations que 50 sur le territoire. On a 5 coopératives. Alors dans coopératives, vous avez par exemple la Crédit Mutuel qui est présent sur la place centrale de Créon. C'est une structure de l'économie sociale et solidaire, donc ça fait un établissement, et on va avoir donc tous les établissements qui auront toutes les structures, même si c'est parfois des structures régionales mais qui ont un établissement sur le territoire, vont être comptabilisés. Donc on est à 57 structures de l'ESS. Pour 287 ETP à peu près sur le territoire. On est présent, on va dire, déjà l'ESS c'est pas un secteur, c'est une manière d'entreprendre, entreprendre on dit parfois autrement, mais c'est juste l'entrepreneuriat basé sur des sociétés de personnes et pas de capitaux. Et on est présent dans l'ensemble des secteurs d'activité, donc majoritairement dans l'action sociale. Ce que j'ai pas dit d'ailleurs qui va répondre à une question, c'est que dans l'ESS on est à 78% d'associations environ, c'est une grosse partie de l'ESS est composée d'associations. Et parmi aussi les secteurs fortement représentés, l'action sociale est un des secteurs majeurs de l'ESS, mais on va retrouver aussi des acteurs de l'ESS qui portent des projets d'activité financière, donc j'ai parlé des banques coopératives. On va retrouver dans l'agriculture, donc les coopératives agricoles font partie de l'ESS, ou les coopératives de viticulteurs, etc. Dans l'industrie, dans la construction, on va retrouver des scopes, notamment dans le secteur du BTP. Art, spectacle, sport et loisirs, donc toutes les activités culturelles, sportives on a plus l'habitude que ça soit sous forme associative. Dans l'enseignement, alors dans les non classés, c'est les grosses problématiques de l'ESS. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on est oublié dans les rapports NOTA et autres, c'est qu'on a un problème de reconnaissance parfois, c'est même le cas au niveau de l'INSEE, c'est-à-dire que quand on est enregistré au niveau de l'INSEE, on est parfois difficile à classer, donc on est tous dans une catégorie 94-99 et on se retrouve en fait là. Et voilà, c'est une grande famille des non classés, mais on va retrouver plutôt dans ces non classés des structures qui sont sur, comme nous on peut faire, je vais y venir après sur ce que fait la CRES, mais de l'accompagnement de projets, de structures, etc. On va avoir des acteurs dans la santé et dans ce qu'on appelle services divers, c'est tout ce qui est accompagnement, conseil, etc. Je vais donner ma vision de la qualité de vie au travail dans l'ESS. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un terreau favorable, maintenant il faut le cultiver. Je pense qu'on n'est pas forcément peut-être
les conditions de travail sont peut-être pas meilleures qu'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des entreprises de l'économie classique qui mettent en œuvre quand même des choses intéressantes pour leurs salariés. Par contre, nous, ce qu'on voit venir beaucoup vers nous, c'est des gens qui veulent redonner du sens à ce qu'ils font. Et notamment, on est beaucoup interpellés par des gens en reconversion professionnelle, notamment des cadres, qui ont passé souvent quelques années pressés sous des objectifs de rentabilité, de profit, etc., et qui ont envie d'autre chose. Et du coup, on est beaucoup sollicité par, on va dire, des gens qui, arrivés à une certaine période de leur carrière professionnelle, se disent bon ben, si je veux changer, c'est maintenant, et un modèle peut-être un peu différent d'entrepreneuriat. On a parlé des sociétés commerciales de l'ESS, les entrepreneurs sociaux aussi sont aussi une nouvelle catégorie, on va dire, d'entrepreneurs qui pensent développement durable, RSE, etc. dans leur pratique, qui mettent de l'utilité sociale aussi dans leur projet d'entrepreneuriat. Et du coup, voilà, on essaie de ne pas opposer les modèles. Il n'y aura pas demain que de l'ESS, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas que de l'économie classique, mais on n'a pas la prétention de dire que les modèles coopératifs, enfin on va dire collectifs, sont adaptables à tout type d'économie, enfin en tout cas de fonction, mais en tout cas, il s'applique à un grand nombre de modèles, et parfois, il serait quand même intéressant de pouvoir accompagner des projets sous des formats un peu différents que l'auto-entrepreneuriat ou l'entreprise individuelle, enfin voilà. Et du coup, on travaille, nous, au sein de la CRES, à accompagner ces projets-là, et on intervient aussi énormément, ce que j'ai pas dit d'ailleurs, dans les organismes de formation. Alors, on intervient dans les collèges, dans les lycées, et après dans le réseau universitaire, pour montrer aux jeunes, et dès le plus jeune âge, dès le collège, qu'il y a d'autres manières de penser l'économie, alors avec des mots adaptés à des jeunes de collège, bien sûr. On leur parle pas économie sociale et solidaire directement, mais en tout cas, leur dire il y a d'autres manières d'entreprendre, avec des jeux, on développe beaucoup de jeux aussi, plutôt tournés autour de la coopération. Comment on coopère, comment on est meilleur en coopérant que tout seul, voilà. Donc voilà, donc la QVT, effectivement, c'est un sujet qui nous anime particulièrement aussi. On travaille beaucoup avec l'ARACT sur ces questions-là. Et après, effectivement, on n'est pas exemplaire. On est aussi dans des modèles parfois économiques fragiles. Alors, une des réponses aussi, donc on ne dépend pas que des subventions étatiques. Mais on en dépend un peu quand même, pour certains, pas tous. Et puis, c'est pas grave, c'est pas mal. Enfin, moi, en tout cas, c'est un de mes messages, c'est de dire on porte des missions d'intérêt général, qui étaient des missions qui, à une époque, étaient portées par l'État. L'État, à un moment, a délégué ses missions, puis après, c'est complètement, parfois, désengagé de ces missions-là. Le secteur, d'ailleurs, aussi dit lucratif, on va dire privé, classique, s'est emparé aussi. On a tous connu les EHPAD associatifs, et puis maintenant on a les EHPAD lucratifs, voire très lucratifs. Donc voilà, c'est toutes ces questionnements-là qui font que c'est important que l'État soutienne, en fait, continue à soutenir. Alors on entend que ça baisse, donc tous les acteurs travaillent aussi sur être moins dépendants, développer d'autres activités, etc. Mais on n'a pas que l'État, et d'ailleurs il n'y a pas que l'État, puisque les collectivités locales aussi soutiennent largement l'économie sociale et solidaire, que les grands comptes aussi, on parle des mutuelles, etc. Les fondations sont des soutiens importants de l'économie sociale et solidaire, et que tout ça est important et même indispensable pour qu'on puisse continuer à porter des projets, à expérimenter des choses sur les territoires. J'ai toujours pensé qu'une fondation, c'était fait pour ne pas payer d'impôts, fondation Vuitton, fondation Cartier, tout ça. Comment c'est rattaché à l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qu'il y a comme exemple concret de fondation comme ça? Voilà. D'abord, non, vous avez tout à fait raison, ça s'est posé au niveau de l'économie sociale. C'est une définition, l'inclusion des fondations, qui est récente en fait, dans le périmètre de l'économie sociale, et qui vient de l'Europe en réalité, parce que en Europe, on associe associations et fondations parce que c'est l'idée du non lucratif. Ce que je disais sur le fait qu'au fond, on ne reconnaît pas en Europe la mutualité et la coopération, par contre, on reconnaît la non-lucrativité des associations et des fondations. Et c'est une importation, en fait, au niveau français. Voilà, donc et c'est très récent, même la fondation, je crois, le statut, c'est 87 en France, c'est assez récent. Voilà. Après, sur ce que vous dites, à raison, ça a posé vraiment débat au sein de l'économie sociale et solidaire, qui voulait ne reconnaître que les fondations émanant des structures de l'économie sociale. Typiquement, la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation Maïf, et autres. Voilà. Donc ça a été un vrai débat,
Et le modèle des fondations, c'est le modèle américain en fait. Voilà, donc c'est Rockefeller, Carnegie, c'était tous les grands magnats américains de la fin du 19e et début du 20e siècle qui se rachetaient une conscience et la paix sociale et surtout pas l'intervention de l'État en finançant finalement de l'action sociale, si vous voulez, via des fondations. Voilà. Hein, ça c'était le modèle américain, modèle de protection sociale américain du démarrage, quoi. Voilà. Hein, mais effectivement, il y a une forte ambivalence là-dessus. Mais dans l'ESS, le périmètre qui est un périmètre par statut, hein, qui est un périmètre juridique, forcément inclut des acteurs dont on se demande parfois pourquoi ils sont là. Les écoles privées, si vous voulez, sont dedans, c'est des associations. Donc forcément, elles font partie de cela. Les grandes banques qui voilà, sont pas toujours exemptes de tout reproche, peuvent effectivement avoir des statuts de l'économie sociale. Hein, Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, tout ça c'est l'économie sociale. Donc vous voyez, il y a des ambivalences aussi, il y a des points de tension forts au sein de l'ESS. C'est pour ça que la question du travail d'ailleurs est très différenciée, parce que le secteur est très hétérogène en fait. Et la question de la qualité de vie au travail se pose beaucoup en réalité en fonction des secteurs d'activité, et non pas sur le fait que c'est de l'ESS ou pas. Voilà. Hein. Si je peux juste compléter, on a aussi, peut-être que je ne l'ai pas dit, une question de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que la Fondation Vuitton ne va pas venir vraiment se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. Elle y est de fait parce que les statuts sont comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre valeur, c'est le sentiment d'appartenance. On se revendique de l'ESS quand on porte un certain nombre de valeurs. Nous, on le voit au niveau des adhésions, par exemple, au sein de la CRES. On n'a pas la Fondation Vuitton et on n'a pas le Crédit Agricole non plus, par exemple. Moi, ce serait juste un témoignage et puis une information par rapport aux coopératives dont vous avez beaucoup parlé. Nous sommes plusieurs à faire partie du groupe de transition de l'Entre-deux-Mers et nous témoignons de la demande en effet de solidarité. Nous voyons arriver beaucoup de jeunes. Alors comme vous disiez, qui arrivent d'un secteur citadin, on va dire, hein, ingénieurs, etc., qui veulent se reconvertir, donc qui se tournent vers l'agriculture et qui se tournent vers l'agriculture en se disant qu'ils n'ont pas envie de travailler tout seuls dans leur coin, mais ils recherchent de l'aide. Et ils se tournent vers vous, ils se tournent vers nous, ils se tournent vers tous les collectifs ou tous les groupes qui sont prêts à les aider. Et dans ce sens-là, on a demandé au cinéma de Créon de projeter au mois de juin un film sur les coopératives, l'historique des coopératives, qui sera projeté soit le 11, soit le 25 juin. Mais le mouvement que je représente au sein de l'ESS, qui est le mouvement des coopératives, n'a pas vocation à faire de l'innovation. On a vocation à être de l'économie réelle, que ce soit une coopérative de charpentiers, de maçons, de boulangers. Il n'y a pas besoin de faire d'innovation. Et par contre, ça peut être l'économie de demain. Alors les CAE le représentent beaucoup. Hein, c'est une alternative aux auto-entrepreneurs, à l'ubérisation. Il y a beaucoup de tentatives qui sont faites pour essayer de créer des modèles coopératifs qui vont venir contrer Uber, par exemple, hein, trouver les coursiers à vélo, etc., qui sont en train de se créer sous le modèle coopératif. Mais je crois bien qu'il faut avoir une ambition bien plus importante pour l'ESS et qui n'est pas que de l'innovation et qui est voilà. Je pense que la démocratie au sein de l'entreprise, moi je pense sincèrement qu'il ne peut pas y avoir de démocratie politique s'il n'y a pas de démocratie sociale et économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on peut être citoyen à part entière, au jour le jour, décider de l'avenir de son pays quand on n'est pas en capacité au jour le jour de décider de l'avenir économique de ce que l'on fait. Voilà. Et si on veut être une vraie démocratie, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on pose la question de la démocratie économique et donc l'intervention des salariés dans les choix, dans l'ensemble des choix de l'entreprise. Alors, juste sur la question innovation, puis après je laisserai Timothée compléter. Alors forcément, moi aussi, j'aimerais que je ne peux que défendre ton message, Bruno, mais dans le caractère innovation, moi, le message, effectivement, il y a plein d'associations qui n'innovent pas tous les jours, et puis c'est un peu usant d'innover tout le temps aussi, hein, c'est déstabilisant. D'ailleurs, nous, on rencontre aussi des acteurs de l'ESS qui sont tout le temps dans l'innovation et qui usent leurs salariés à force d'innover tout le temps. C'était plutôt de dire que quand ça bouge, en tout cas, l'ESS se questionne peut-être plus sur son fonctionnement, etc. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on est dans l'innovation constante, mais pour autant, on ne porte pas que des projets innovants, hein, et tant mieux, parce que c'est un peu déstabilisant aussi. Ce qu'on a appelé l'utopie en fait coopérative, qui en réalité venait de Charles Gide, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et concernait plutôt les coopératives de consommation qui, elles, avaient réussi à massifier.
Hein, c'est-à-dire ça c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il y avait des millions de coopérateurs dans le domaine de la consommation, c'est-à-dire qui allaient acheter. Bon, voilà, ça, il y avait cette utopie-là à la fin du 19e siècle, parce qu'aussi il n'y avait pas l'État qui était développé comme il l'est, et puis c'était lié aussi souvent au mouvement socialiste. Bon, il y avait aussi cette idée un peu d'alternative à la révolution par l'État, par la conquête de l'État, et comment on peut faire la révolution à travers finalement le développement coopératif. Hein, et donc Gide parlait de république coopérative à l'époque pour dire que finalement on allait conquérir l'ensemble des secteurs de l'économie, hein, finalement du domaine de la consommation, en passant par la production et en finissant par l'agriculture. Hein, donc ça, bon, le fait est que ça s'est pas produit. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir le développement, le changement d'échelle de l'ESS, etc. Enfin, je vais être méchant, mais il y a 50 000 à peu près scopes, je pense, aujourd'hui en France. Voilà. Donc c'est-à-dire, donc ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle d'innovation sociale, c'est cette idée d'essaimer au fond. Ce que vous indiquez, c'est là que je vous rejoins évidemment. C'est-à-dire que la question, c'est pas forcément de remplacer l'ensemble du système, mais c'est justement d'arriver à fertiliser au fond, hein, aussi à un moment donné, à développer l'ESS bien sûr, mais aussi à fertiliser avec un certain nombre de principes de l'ESS. Voilà, je crois que c'est comme ça au fond qu'il faut le poser, mais je vous rejoins tout à fait malgré ces nuances. C'était pas une question, c'était pour dire que j'étais d'accord avec ce que vous veniez de dire et le rôle sur l'éducation. Et justement, juste informer les gens, toutes les personnes ici, que moi je j'essaie de créer une école démocratique pour justement apprendre le rôle de citoyen et le faire avec une minorité dont on ne parle pas souvent dans l'économie, ce sont les enfants. Et savoir que une école démocratique, c'est pour les jeunes de 3 à 19 ans, et même un peu plus s'ils veulent venir. Et où la gestion est vraiment démocratique et où les enfants prennent vraiment part à leur lieu de vie, à la gestion de leur lieu de vie. Donc voilà, c'était pour préciser qu'il y a des choses et des actions qui se mettent en place, et l'éducation démocratique, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur en France. Et c'est vrai qu'au niveau des politiques, on n'est pas très aidé, mais bon, ça se met en place petit à petit. Merci. C'est ce que je voulais dire simplement, mais dire que s'il n'y a pas de volonté politique, je ne pense pas qu'on puisse vraiment, les citoyens eux-mêmes puissent se battre éternellement contre un système qui est un système destructeur de la citoyenneté, pour aller vers la consommation et transformer même des gens qui sont dans des systèmes associatifs en consommateurs de la structure et non plus en acteurs réels de la structure. Je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, le soutien politique, j'ai parlé d'ancrage territorial, les projets de ESS ne prennent que s'il y a un soutien politique, d'où notre action aussi, nous, de représentation des acteurs, de ce qu'on appelle la mission politique chez nous, c'est d'aller sensibiliser les collectivités, parce que l'enjeu, il est là, en fait. La collectivité, on avait, et bien sur tous les sujets, on peut ramener à ça, c'est on le voit bien, un territoire où politiquement il n'y a pas de volonté de développer l'ESS, il ne se passe rien. C'est même des territoires où les acteurs sont en grande difficulté. Donc... Je te rejoins totalement sur cette question démocratique. Ce que tu poses au fond, c'est la dissolution de toutes les institutions actuellement. Ça vaut, on le voit dans le domaine syndical, avec les taux, la désyndicalisation, on le voit dans le domaine politique, le rejet des partis politiques, on le voit dans le secteur, dans tous les secteurs, disons associatifs que tu as pu mentionner. Et voilà, donc c'est une dissolution qui est liée au fond à la montée des valeurs économiques, à la société de consommation, à la montée de l'individualisme, voilà, et effectivement, mais aussi à des nouvelles formes de liberté, malgré tout, parce que je veux dire, c'est aussi lié à des mutations sociodémographiques, c'est-à-dire que il y a aussi le fait que les femmes travaillent, ça répartit les tâches différemment, le vieillissement de la population fait qu'on a un rapport à la vie qui n'est pas le même non plus, donc il y a tout un tas de choses qui se posent aussi dans ces termes-là. Voilà, mais du coup, effectivement, ça génère des effets aussi négatifs. Il y a le positif et le négatif dans tout ça. Mais effectivement, il y a aussi toute cette dissolution de la société. Et le gros enjeu, au fond, c'est d'opposer la question de la citoyenneté. C'est pour ça que j'insistais sur la démocratie, la participation à la fin. C'est la question de la citoyenneté, au fond, qu'il faut poser. Et cette citoyenneté, elle est à la fois politique, donc c'est effectivement l'exercice du vote, de la participation démocratique, de diverses manières, à travers des engagements et autres. Donc
Donc il y a vraiment la participation, la citoyenneté politique, on va dire. La citoyenneté sociale, c'est comment aussi, à un moment donné, notre régime de protection sociale arrive à fonder des individus qui sont libres et égaux. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 9 millions à peu près de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France, est-ce qu'on considère qu'ils ont la capacité justement à exercer leur citoyenneté politique, voilà, on voit bien que les plus pauvres sont ceux qui participent le moins. Donc là, il y a ne serait-ce qu'aux élections, c'est un bon indicateur. Donc là, il y a un enjeu quand même à poser. La question de la citoyenneté économique, je rejoins à nouveau la question des scopes. Comment, à un moment donné, effectivement, on participe de la vie de son entreprise, finalement, et de ne pas être seulement sur un régime utilitariste. Et c'est pas naturel, non, loin de là. Donc voilà, mais tout ça se structure. Tout ça se structure. Et effectivement, il y a besoin de cadres intermédiaires, de cadres, etc., qui viennent finalement dynamiser tout ça. Des ressources publiques, bien sûr, qui viennent aussi orienter un petit peu ces mouvements, même beaucoup, ces mouvements-là, et les appuyer. Et au fond, et j'en conclurai par là, et d'ailleurs, je sors là, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est mon prochain livre, en fait. C'est-à-dire que là, on sort un livre avec le président d'Harmonie Mutuelle, le 31 mai, qui s'appelle « L'égalité impossible, point d'interrogation, manifeste pour une solidarité active ». Et en fait, on plaide dedans pour justement cette idée d'une alliance d'intérêt général et comment on arriverait finalement à allier ces acteurs de l'ESS précisément avec les pouvoirs publics justement pour faire reculer un petit peu ces valeurs économiques. Voilà, il y a besoin de solidarité, c'est pour ça qu'on le pose ainsi vraiment, de solidarité pour justement renforcer la citoyenneté et la démocratie. Donc je crois qu'il y a de nouvelles alliances à tisser. Voilà, je souhaitais aussi du coup terminer par là et je te remercie du coup de ton témoignage. Voilà.